Des actus, des coups de cœur et quelques tranches de notre vie, saison 6. Bonjour, bonsoir, nous sommes Max et Guillaume et on est ravis de vous retrouver pour ce 4e épisode de la saison 6 de Tranches de couple, épisode qui s'intitulera « Les pieds fermement ancrés dans la terre, les pieds sur terre ». Merci à toutes et à tous pour votre écoute et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cet épisode pour nous aider à rester visibles et nous encourager à vous proposer ce podcast régulièrement. Alors, Max, pour commencer notre première rubrique Actu, on se tourne vers notre rubrique Union Européenne Europe. Bah oui, on vous en a pas parlé la dernière fois, alors du coup on s'est dit qu'on allait vous faire un petit point de situation, mais avant de commencer sur le point détaillé de là où on en est, je voudrais vous remettre en tête les 2 documents ou séries de documents importants s'agissant donc des orientations de la future Commission européenne. Voilà, vous l'avez peut-être oublié, mais la Commission européenne va être renouvelée à partir de la fin de cette année pour un nouveau mandat de 5 ans, et c'est Ursula von der Leyen donc, qui conduit cette nouvelle commission, donc elle est reconduite pour un nouveau mandat. Donc effectivement, le premier document que je voulais remettre en tête, c'était les orientations politiques pour le mandat 2024-2029, qui constitue une sorte de feuille de route de la prochaine commission. Alors ces orientations politiques, c'est la version écrite du discours que Ursula von der Leyen avait prononcé lors de la session plénière du Parlement européen à Strasbourg, où elle avait sollicité un vote de confirmation de sa nomination comme future présidente de la commission par les États membres, par le Conseil européen. Et puis, la deuxième série de documents très importants, c'est les lettres de mission que Ursula von der Leyen a données à chacun des vice-présidents exécutifs et des commissaires désignés, et qui précisent finalement les attributions et les missions qui sont données à chacun. Et je crois qu'on en avait brièvement parlé, il y a un sentiment de chevauchement des responsabilités entre les différents commissaires, ce qui finalement va renforcer la centralisation et le rôle pivot de Ursula von der Leyen et de l'organe qui l'aide finalement à piloter la commission, c'est-à-dire le secrétariat général de la commission. Alors, tous ces documents, ils sont disponibles en ligne sur le site de la commission, donc si ça vous intéresse d'aller jeter un œil, eh bien, vous pouvez aller jeter un œil. Par exemple, dans les orientations politiques, vous avez une page ou un peu plus sur chacun des grands thèmes qui peuvent vous intéresser. Voilà, donc si vous voulez savoir un petit peu quelles sont les grandes orientations, par exemple en matière de changement climatique et de transition écologique, vous pouvez aller jeter un œil là-bas. Et c'est notamment là qu'elle fait quelques annonces sur qu'est-ce qui sera annoncé, quelles seront les mesures qui seront mises en place, proposées par la Commission européenne. Alors, maintenant on en vient à ce qui s'est passé depuis que Ursula a finalement annoncé la composition de sa nouvelle équipe de commissaires. Vous vous en souvenez, on vous avait dit elle en avait brièvement parlé sans aucun détail au président des commissions, des différents groupes politiques au Parlement européen, et ensuite qu'elle était sortie de là et qu'elle avait fait un petit pied de nez en faisant une conférence de presse où elle avait révélé tous les détails, ce qui avait rendu furax les parlementaires. Alors, elle avait donc désigné sa nouvelle équipe de commissaires, mais qui sont des commissaires désignés parce qu'ils doivent encore être validés par le Parlement. Alors, ce qui s'est passé depuis là, donc la première étape formelle, c'était de passer la validation du comité du Parlement européen pour les affaires juridiques, qui devait examiner les déclarations d'intérêt. Alors, on se souvient que donc, en France, on a un système un peu équivalent, mais qui est fait par une autorité indépendante, l'autorité pour la transparence de la vie publique, qui en gros vérifie la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Voilà, tout à fait, qui vérifie qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt ou qu'il n'y a pas de trucs un peu louches. D'impôts mal remplis, voilà, ou quelqu'un qui n'a pas fait. Qui n'a pas payé ses impôts. Ça arrive, souvenez-vous. Alors, 2 qui sont passés dans les 10 dernières années. On se souvient que cette étape, elle n'est pas que formelle, puisque en 2019, la candidate de la France pour le poste de commissaire, Sylvie Goulard, elle s'était arrêtée à cette étape-là parce que le Parlement avait jugé que ses activités annexes très lucratives n'étaient pas compatibles finalement avec un job de commissaire. C'est dommage parce que c'est une personne de qualité concernant pour ce qui est de l'Union européenne. Le processus n'est pas sans critique parce que
eh bien, les parlementaires n'ont accès qu'à un formulaire qui est rempli par chaque commissaire. Et à la différence de la France, où il y a une autorité indépendante, on vient de le dire, eh bien là, il faut les croire sur parole. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va aller avoir les moyens d'enquête pour aller challenger les déclarations qui ont été faites par les commissaires désignés. Et il se trouve aussi que certains commissaires n'ont pas répondu à certaines questions. Alors, si les déclarations individuelles ne sont pas publiques, naturellement, bien la presse y a eu accès, et donc on a eu quelques articles qui nous ont, par exemple, dit que le commissaire grec c'est le commissaire le plus riche parce que il détient des appartements, terrains, fermes, actions. Alors, pas étonnant quand on sait qu'il vient d'une des familles les plus riches de Grèce. Donc ça, c'est pour cette étape qui s'est déroulée sans blocage cette année. Alors en parallèle, les commissaires désignés ont commencé à se préparer aux auditions avec le Parlement et puis à rencontrer finalement les différents interlocuteurs. Donc d'abord là où les directions générales de la Commission qui leur seront subordonnées, des dossiers qui ont été préparés par ces équipes pour que les commissaires et leurs équipes finalement arrivent à se nourrir, parce que c'est pas toujours des experts, loin de là, des sujets qu'ils vont devoir traiter. Mais bon, c'est aussi un peu naturel parce que finalement, le métier d'homme politique, y compris quand on est ministre en France, on n'est pas toujours expert d'un domaine, mais voilà, c'est plutôt la faculté de s'approprier les dossiers, de travailler et ensuite de porter un agenda et des propositions. Voilà, donc on commence du coup depuis quelques semaines à entendre ces différents commissaires dans la presse, du moins certains parce que d'autres sont moins vocaux, moins visibles. Alors on attendait de savoir quand est-ce qu'auraient lieu les auditions au Parlement. La dernière fois on vous avait dit que le Parlement était un peu échaudé, on savait pas, enfin initialement c'était octobre. Bon, alors il se trouve que voilà, finalement la réunion des présidents de groupe du Parlement européen a finalement tranché, donc les auditions des différents commissaires se tiendront du 4 au 12 novembre, et donc d'abord les commissaires et ensuite les vice-présidents exécutifs. Alors si certains commissaires finalement sont retoqués, eh bien il y a deux choses. Si les auditions se passent mal, soit il y a un changement de commissaire, soit la présidente de la commission prend le risque de soumettre au vote son collège proposé et puis de voir si malgré tout elle a réussi à obtenir la majorité. Et puis enfin, dernière étape avant les auditions, le Parlement a rendu public la liste des questions écrites aux différents commissaires et vice-présidents exécutifs désignés. Donc c'est des questions qui sont établies par les différents comités du Parlement qui sont compétents pour finalement les différentes responsabilités de chaque commissaire désigné. Donc il y a certains commissaires désignés, ils ont une seule commission du Parlement, et d'autres qui ont plusieurs commissions qui leur ont envoyé des questions. Et donc là, les commissaires doivent travailler pour préparer des réponses à ces questions. Alors dans les faits, c'est leur administration de tutelle qui prépare les réponses, et puis ensuite tout ça est revu, amendé et retravaillé par le cabinet de transition du nouveau commissaire et le commissaire. Et tout ça doit être rendu cette semaine pour le 22 octobre. Et en principe, les réponses auront vocation à être rendues publiques. Et donc c'est aussi sur la base de ces réponses-là que les questions orales vont être préparées pour les auditions qui elles-mêmes seront également publiques. Donc du coup, pour l'instant, les choses se passent plutôt bien et on s'attend, comme les auditions des différents commissaires ont lieu dans la première quinzaine de novembre, à ce que le vote global de la session plénière du Parlement européen puisse faire un vote global sur le nouveau collège des commissaires fin novembre, lorsque le Parlement siégera à Strasbourg, ce qui pourrait permettre un début de nouveau mandat de la nouvelle commission le 1er décembre, ce qui a le même timing qu'en 2019 lors de la précédente commission. Voilà pour le petit point sur l'actualité européenne. Et du coup, on traverse, Guillaume, l'Atlantique de ton côté ? On garde les pieds sur terre, même si on traverse l'Atlantique, et on va faire un petit point sur la campagne électorale pour les présidentielles américaines, notre point favori finalement du moment, même si les dernières semaines ont été relativement calmes, entre gros guillemets, comme vous le savez, on adore les gros guillemets dans ce podcast,
parce qu'il s'est quand même passé un certain nombre de petites choses, mais plusieurs petites choses peuvent avoir un petit impact, mais plusieurs petits impacts, ça peut être un grand impact, etc., etc. Donc pour commencer peut-être, on voulait vous parler de cette espèce d'énorme différence qu'on a vue entre Kamala Harris et Donald Trump au cours des dernières semaines dans leurs apparitions en public, notamment en commençant par cette apparition de Donald Trump dans ce qu'on appelle un town hall, qui est un moment de discussion, on va dire plus ou moins informel, même si en réalité c'est très codifié, avec des électeurs dans un État, par exemple, là, il était en Pennsylvanie. Et dans ce town hall, plutôt que dans un centre d'exposition proche de Philadelphie, il a commencé avec quelques questions relativement simples, et puis, pas de chance, une personne puis une autre ont eu des incidents médicaux dans le public, et alors il a commencé à faire les DJ et à demander qu'on lance successivement Ave Maria, et puis il a dit que c'était pas la bonne version, qu'il fallait lancer Luciano Pavarotti pour soutenir les gens, et puis la foule s'est mise à chanter God Bless America, et puis il a demandé à lancer d'autres chants, et finalement les 45 minutes de Town Hall se sont passées essentiellement en musique, 40 minutes sur les 45 minutes. Peu de questions ont finalement été posées, il y a peu de choses qui en ressortent, il en aura fait des dizaines pendant cette campagne. Celui-là est simplement symbolique aussi, il me semble, d'une forme de façon de fonctionner de Donald Trump, qui est plutôt de dire, je galvanise les foules avec peu de choses, voire seulement avec de la musique plutôt qu'avec du contenu. On y reviendra, mais c'est assez important. Et puis de l'autre côté, on a Kamala Harris qui est la première démocrate depuis plus de 10 ans à avoir accepté une interview auprès de la chaîne Fox News. Alors Fox News, c'est un petit peu l'équivalent chez nous de CNews en France, c'est-à-dire une chaîne très à droite, très penchée, très penchée républicaine, même si elle a trouvé des chaînes. On a maintenant des chaînes aux États-Unis beaucoup plus à droite que ça, mais donc plutôt elle s'est un peu jetée dans la gueule du lion, ou comme nous le dit Philippe Corbet sur son blog, où il nous fait un petit récapitulatif de ce qui s'est passé. On dit en anglais The Lion Den, la tanière du lion. Donc la tanière de Fox, la voilà devant Fox News pour une interview de près de 60 minutes avec le présentateur vedette politique pour Fox News, Bret Baier. Alors on avait jusqu'à maintenant une Kamala Harris qui était plutôt effacée, qui s'était peu montrée dans les médias, qui avait pris peu de risques. On lui a beaucoup reproché ça. Après, on reviendra aussi ça quand on parlera des sondages un peu plus tard, mais on lui avait beaucoup reproché après qu'elle a été nommée officieusement, puis nommée officiellement suite à la convention démocrate, d'avoir un peu lâché prise, d'être restée très, très effacée, notamment dans les médias. Et donc là, elle a choisi d'aller carrément sur la chaîne ennemie pour une interview. Alors, cette interview s'est passée comme on peut imaginer une interview entre une chaîne et puis une personnalité politique qui n'a pas les mêmes idées que l'éditorial de la chaîne. Elle a été énormément interrompue. Elle a pu pour la première fois montrer sa stature de future présidente, montrer qu'elle était capable de gérer une interview corsée face à un journaliste vedette et très fortiche en la matière. Elle a pu montrer qu'elle pouvait garder les pieds sur terre, même face à des attaques souvent un peu basses, mais comme on peut imaginer à ce stade de la campagne, on la voit dire plusieurs fois, demander est-ce que je pourrais, s'il vous plaît, finir, mais de façon très ferme, et puis finir sa phrase. Alors, naturellement, le public de Fox News ne sera pas forcément un public qui va être conquis par Kamala Harris. Par contre, c'est un public qui sera intéressé de savoir que cette candidate n'est pas une candidate en carton, et que donc il y a un vrai risque pour Donald Trump de perdre cette élection si Kamala Harris montre un peu trop ce genre d'exercice. L'idée derrière, c'est que même les électeurs républicains qui pouvaient, ou en tout cas s'il y avait une frange d'électeurs républicains qui pouvaient avoir des doutes sur quel candidat voter, c'est ce genre d'exercice, c'est montrer qu'on est prêt à prendre des risques, parce que ce qu'on reproche à Kamala Harris de ne prendre peu de risques, c'est finalement quelque chose qu'on peut aussi reprocher à Donald Trump. Quand je vous expliquais ce qui s'était passé à Town Hall, il a pris très peu de risques face à ses propres électeurs pour éviter qu'on puisse récupérer derrière des informations entre guillemets compromettantes. Donc c'était la première. Donald Trump ayant refusé en fait de faire un deuxième débat avec elle. Elle s'est dit je vais aller débattre toute seule face à Fox News, puisque finalement c'est un peu l'équivalent de Donald Trump.
Donc ça, c'était un point marquant de ces dernières semaines, en tout cas un point intéressant pour les momentum de campagne. Je voulais aussi vous parler, je vous le disais, des sondages, parce que voilà, les sondages, ça va, ça vient. Et si on regarde les courbes depuis son arrivée dans la course au cœur de l'été, ce qui est frappant, ce sont donc c'est ce qu'on appelle ces momentum, ces espèces de moments de grâce que vivent chacun des candidats depuis août, des moments où l'un va être en tête, puis l'autre, puis l'un, puis l'autre. Depuis août, ils s'alternent en fait de façon quasi systématique toutes les 3 à 4 semaines. D'abord, par exemple, autour d'événements marquants. Par exemple, pour Kamala Harris, c'est son arrivée dans la campagne, puis la convention démocrate. Pour Donald Trump, c'est son deuxième attentat, le deuxième tentative d'attentat, on ne sait pas encore exactement, mais qui l'aurait visé. Et là, on est depuis une semaine dans un momentum qui tourne plutôt à l'avantage de Trump. Mais ce qu'il faut voir, et c'est Mathieu Gallard qui travaille pour Ipsos et qui retweet beaucoup sur Twitter /X, qui nous le précise. Il nous dit, mais si on regarde, ce qu'il faut regarder, c'est pas la tendance individuelle naturellement des sondages, mais c'est plutôt ce qui se passe dans le fond. Eh bien, si on regarde la tendance de fond, rien n'est clair. Les 2 candidats se trouvent dans un mouchoir de poche entre 1 et 3 points maximum d'écart au niveau national et dans une majorité d'États clés. C'est ce qu'on appelle pour les sondages la marge d'erreur, c'est-à-dire une marge que les sondeurs se donnent d'erreur dans les informations qu'ils auront eues des personnes qu'ils ont sondées. Donc en gros, si on vous donne une personne à 45% et l'autre à 55% avec une marge d'erreur de 2%, en principe, le sondeur, dans ce cas-là, s'engage à dire que la personne à 55% va gagner. Par contre, si vous en avez une à 49, l'autre à 51, avec une marge d'erreur de 2%, ça veut dire que dans un cas comme dans l'autre, il y a celui qui est évalué à 51 pourrait se retrouver aussi bien à 47 qu'à 53 au final, dans la réalité. Alors, impossible de relever à ce stade de la campagne, comme je disais, une véritable momentum durable pour l'un ou pour l'autre. La grande question, c'est donc, est-ce que les sondeurs ont pris soin d'améliorer, d'affiner leur modèle qui les avait largement trompés en 2016 lors de l'élection de Trump et légèrement, mais quand même en 2020 lors de l'élection de Joe Biden. William Raymond, dont on vous a déjà parlé, qui fait le podcast La Chute. On aime beaucoup sa couverture et quand il nous parle de la politique américaine. Et donc il rappelle qu'une des clés, si ce n'est la clé du scrutin, ce sera le vote des femmes. Alors quel impact du vote des femmes sur le vote des femmes de l'arrêt de la Cour suprême qui supprimait la protection au niveau fédéral du droit à l'avortement pour la renvoyer comme une compétence des États. Quel impact pour des nombreuses sorties misogynes extrêmement limites de Donald Trump. Encore une dernière sortie, alors je ne sais pas si elle est misogyne ou misante, cette sortie, c'est un peu, on ne sait jamais trop comment catégoriser ce genre de choses, mais où il a dit littéralement, tu vas dire à ton gros porc de mari de se lever de son canapé et d'aller voter pour Trump aux femmes qui étaient présentes à un rassemblement. Ça, voilà, c'est pas très surprenant venant du personnage, mais voilà, ça fait partie de ces sorties qui laissent toujours à penser, mais finalement, comment les électeurs, notamment ceux qui ne sont pas décidés, vont se décider et surtout sur quoi. Et c'est pour ça que les dernières semaines de campagne sont particulièrement importantes, puisque un peu comme en France aux dernières élections aussi, il pouvait y avoir un fait de campagne qui bouleversait complètement, faisait changer complètement le paysage politique. Donc en tout cas, si Kamala Harris réussit à mobiliser le vote des femmes à plus de 55% pour elle serait, selon William Raymond, élue largement de partout. Peut-être un point rapide sur les soutiens de Kamala Harris pour montrer aussi une forme de diversité dans ses soutiens. Alors son premier soutien naturellement, Tim Walz, son gouverneur du Minnesota, on vous en a déjà parlé, un État important, et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles il a été choisi, ça, et le fait que c'est un personnage consensuel, c'est un mot important. Un homme blanc aussi. Un homme blanc du Midwest, avec une famille, voilà, presque le candidat parfait aux élections américaines, finalement. Autre soutien de poids, Barack Obama naturellement et Michelle Obama qui font campagne pour elle, qui ne cessent d'être présents sur des rallyes. Alors il y a un vrai clivage dans la société américaine et pour autant Obama reste un personnage qui, s'il est clivant, est aussi extrêmement mobilisant pour toute une partie de l'électorat qui a voté pour lui par conviction lorsqu'il a été élu pour la première fois en 2008. Alors il y a aussi des républicains qui votent Harris, par exemple l'ancien vice-président de George W. Bush, Dick Cheney. Il y a aussi le président de Jimmy Carter qui vient de fêter d'ailleurs ses 100 ans et qui avait dit « je veux », qui est
pas en très très bonne santé, loin de là, mais qui a dit « Je veux rester en vie jusqu'au moment où je pourrai poser mon bulletin Kamala Harris dans l'urne ». Donc on peut imaginer, parce qu'il habite en Géorgie, qu'il a pu poser ce bulletin Kamala Harris dans l'urne, puisqu'en Géorgie, le vote anticipé est possible et a ouvert il y a quelques jours. Voilà, donc quelques informations en vrac sur cette campagne aux États-Unis. Encore une fois, gardons bien les pieds sur terre. Il y a beaucoup d'informations qui arrivent. On entend beaucoup de choses dans les médias. Ce qui est assez clair, c'est que rien n'est clair et c'est que cette campagne ne va pas se jouer peut-être sur quelque chose sur terre, mais peut-être un peu sur quelque chose dans l'air aussi. Et qu'en tout cas, dans l'air, il y a une indécision très forte et que pour l'instant, en tout cas, bien malin serait celui qui pourrait nous donner une information claire sur le ou la vainqueur de ces élections, même si nous, on a notre petite idée. Merci Guillaume pour ce point outre-Atlantique, ce point de vue outre-Atlantique sur ce qui se passe. Et puis finalement, on est de moins en moins loin des élections qui se tiendront le 5 novembre. Donc finalement, ça arrive tout ça assez vite quand même. On est à J-17, 18 pour être exact. On aura encore la chance de vous proposer un podcast avant les élections, donc on trouvera sans doute beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si on espère, mais d'avoir des bonnes nouvelles de la façon dont on les voit en tout cas. Alors on passe tout de suite à la rubrique Belgitude, Guillaume. Et oui, rubrique Belgitude. Alors on garde les pieds sur terre et pourtant je vais vous parler du Quidditch. Alors si je vous demande quel est le lien entre le Quidditch, Max, si je te demande le lien entre le Quidditch et la Belgique, qu'est-ce que tu me dis ? Coupe du monde ? Ah, comment tu sais ? Et oui, non, on n'est pas dans Harry Potter, mais on parle bien du Quidditch, ce sport joué dans l'univers d'Harry Potter. Et le lien entre le Quidditch et la Belgique, c'est que la Belgique va accueillir la prochaine Coupe du Monde de Quidditch. Mais vous allez me dire, mais les balais volants, ça n'existe pas. Il existe des équipes qui jouent aujourd'hui, ce qu'on a appelé pendant des années le Quidditch moldu, et aujourd'hui le Quadball, qui est un sport inventé en 2005 par des étudiants américains inspirés de l'univers d'Harry Potter, du Quidditch, et qu'on appelle aujourd'hui le Quadball. Cette version contemporaine mélange des touches de handball, de rugby, mais aussi de jeux de cours d'école type ballon prisonnier. Pour des raisons de droit, on l'appelle donc plus communément Quadball. Les noms sont pour l'instant ceux de l'univers: poursuiveur, gardien, batteur, attrapeur. Vif d'or, le vif d'or est une personne qui bouge dans le terrain en fonction de règles bien précises, en commençant par une zone, puis une zone de plus en plus restreinte pour que les joueurs présents sur le terrain puissent lui piquer son vif d'or qu'il a accroché derrière. Les joueurs et joueuses utilisent donc le vocabulaire de l'univers ainsi qu'un bâton de plastique pour représenter le balai. Un peu ridicule, mais pas du tout, assure Tiffaine Pasquereau, 32 ans, qui est chargée de communication de la Fédération française de Quadball et vice-présidente des Éléphants de Nantes. Elle est arrivée au Quidditch après 15 ans de judo. Ça n'est pas pour faire semblant de voler, c'est un handicap, de la même façon qu'il faut dribbler pour avancer au hand ou passer en arrière au rugby. Ça oblige à manipuler les balles à une main, à plaquer à une main, etc., etc. Petit pied de nez aussi à J.K. Rowling, l'autrice d'Harry Potter, connue pour ses sorties répétées ces derniers temps contre les personnes trans notamment. Une des règles centrales dans la composition des équipes est qu'il ne peut y avoir qu'un maximum de 4 joueurs s'identifiant dans le même genre par équipe, mais qu'il peut y avoir autant de genres que de joueurs présents dans l'équipe si besoin. La Belgique, donc pour revenir à notre point Belgitude, a déjà accueilli la Coupe d'Europe des clubs en 2014, 2017 et 2019. Et l'équipe nationale de Belgique n'a manqué le top 3 mondial qu'une seule fois depuis 2018. Alors, pourquoi c'est l'occasion d'un point Belgitude ? Max nous a vendu la mèche. Bien parce qu'en 2025, la Coupe du Monde aura lieu en Belgique, dont l'équipe des Griffons visera non moins que l'or sur le terrain d'entraînement de l'équipe nationale de football belge à Tubize, en Wallonie, à quelques kilomètres de Bruxelles. Cette Coupe du Monde durera 3 jours et regroupera 20 équipes nationales de tout autour du monde. Un moment, on l'espère, magique, à ne pas manquer, sans aucun doute. Et ben voilà, comme quoi, on pourra peut-être aller voir ce qui se passe. Coupe du monde de Quidditch, ça occupera sportivement notre été l'été prochain. Après les JO, la Coupe du monde de Quidditch. C'est ça. Allez, on passe tout de suite à la rubrique Vie de couple, Guillaume. Eh bien, plein de monde à la maison. Je crois que on a dû apprendre à garder les pieds sur terre ces derniers week-ends et encore les week-ends qui viennent parce que on avait plein de monde à la maison. Exactement. Pas plus compliqué. C'est un petit peu le résumé de notre mois d'octobre.
c'est Full House. Alors pas au poker, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué au poker. D'ailleurs, on cherche toujours quelques personnes qui seraient intéressées de jouer au poker avec nous, hein, avis aux amateurs. Mais effectivement, la maison était bien remplie ces derniers jours et va continuer de l'être parce que c'est les vacances aussi, donc on a quelques visiteurs français qui viennent nous voir. Et en fait, comme le disait très justement Guillaume récemment, quand on a acheté cette maison, on voulait absolument avoir de la place pour accueillir une chambre d'amis, d'autres gens. Précédent. C'est important pour nous de pouvoir aussi, c'est important pour nous aussi de pouvoir, que notre maison soit un lieu accueillant et de pouvoir partager un peu notre belle ville de Bruxelles avec nos amis et la famille qui viennent nous voir. Tout à fait. C'est toujours, vous savez que l'hospitalité chez nous, c'est quelque chose effectivement de très important. Et bien là, on la vit vraiment à plein puisque on a eu les beaux-parents le week-end dernier, des amis avec 2 enfants ce week-end, en même temps que des semaines qui sont au boulot assez chargées. Voilà, on aime bien les choses peut-être parfois un peu compliquées, mais en même temps, c'est tellement chouette d'avoir passer des bons moments. Et de même si on est parfois un peu éloigné, Bruxelles finalement, c'est pas si loin de la France, c'est plus proche de Paris que Lyon par exemple. Et pourtant, nous on sait qu'on a toute une partie de nos amis et notre famille qui sont dans la région lyonnaise et donc c'est pas forcément facile de les voir régulièrement. Donc voilà, les gens savent que notre porte est ouverte, ce qui peuvent, faut nous prévenir un peu en avance, mais on arrive même le week-end prochain, on a même réussi à caler deux groupes d'amis entre guillemets en même temps, un couple d'amis et leur fille, et puis un autre ami qui vient pendant le même week-end. Voilà, on a de la place pour l'instant, on en profite. Ça demande un petit peu d'organisation, mais je me rends aussi vite compte qu'il faut parfois lâcher prise et laisser les choses se faire. Et puis j'ai beaucoup été aidé, je dois dire, et je te remercie beaucoup, par Max ces 2-3 dernières semaines qui ont été dures pour moi au boulot, parce que plein de choses qui arrivent en même temps, des situations parfois compliquées à gérer. Voilà, tout est bien qui sans doute se finira pas trop mal, mais savoir que je t'avais à mes côtés était quelque chose de très important. Et garder les pieds sur terre, pour en revenir au titre de notre podcast, c'est aussi important de se rendre compte des petites et grandes choses que, quand on est en couple, l'autre fait pour nous. Oui, mais c'est aussi ça l'équilibre du couple, c'est de savoir, je sais plus, quelqu'un disait, alors c'était dans un contexte, je pense, de s'occuper un peu des enfants, mais qu'on a tous une capacité, en gros on n'est jamais tous à 100%, enfin on n'est jamais à 100%, et donc que si toi tu n'as que 30%, que moi je puisse donner plus pour pouvoir compenser, et je pense que ça marche bien. Et voilà, c'est aussi, un des langages de l'amour que moi j'ai, c'est aussi au travers de rendre service et de prendre soin. Et je combine ça avec mon amour de cuisiner. J'aime bien cuisiner et tous les deux, on aime bien passer des bons moments et on va dire utiliser le repas comme un moment partagé très chouette. Et donc voilà, j'ai fait des petites choses, des petits plats qui t'ont permis de passer un peu les moments un peu plus difficiles. C'est ça. Voilà, et en parlant de petits plats, on a fait notre première tartiflette de la saison quand même. Il était temps, dit. Bah oui. Surtout que il a commencé à faire un peu frais déjà depuis quelques temps. C'était d'autant plus important. Et c'est rare qu'on commence par une tartiflette, on est plutôt raclette ou fondue, mais là on aura commencé par une. Il faut dire qu'on avait un petit tartiflard qui nous attendait déjà depuis 1 ou 2 ans, je pense. Peu importe, c'est pas la question. Au congèle, hein, oui, parce que je ne sais pas qui ne le savait pas, mais vous pouvez congeler du fromage, ça marche très très bien. Ça marche correctement, ça dépend des fromages en fait. On pourrait vous faire un épisode sur la conservation des fromages, dès qu'on y pense. Voilà, et puis en d'autres nouvelles, on a été à nouveau dans un petit resto, un resto super chouette qu'on aime beaucoup, qui s'appelle le 65 degrés à Bruxelles, qui est pas très loin de chez nous, et qu'on aime beaucoup, parce que la nourriture est bonne, mais surtout parce que Guillaume,
Parce que les gens qui vous servent dans ce restaurant sont des gens qui sont porteurs d'un handicap léger ou moyen, un handicap mental léger ou moyen, et ils font très bien le service. Ils sont aux petits soins pendant toute la soirée. Le menu est un très chouette menu concocté par le chef. Pour des prix, comme on dit en Belgique, plutôt relativement démocratiques pour un resto du soir, par exemple. Et voilà, c'est une bonne ambiance. C'est l'occasion de contribuer aussi à une bonne cause. On vous avait parlé de ce restaurant quelques saisons auparavant. On vous a parlé aussi du café de la chaîne des cafés joyeux, notamment. Nous, ça nous permet de garder les pieds sur terre, de nous rappeler aussi que voilà, les personnes porteuses de handicap sont souvent exclues du monde du travail, ou alors elles font des travaux qui ne sont pas forcément les plus comment on dit, les plus épanouissants du monde. Et bien là, c'est l'occasion de les mettre devant un travail qui, à leur niveau, est possible, tout en lui donnant un vrai sens, et en les mettant en valeur aussi auprès des clients qui viennent. Et les clients qui viennent dans ce restaurant, naturellement, ils savent aussi à quoi s'attendre, mais on s'imagine toujours savoir à quoi s'attendre, et on est toujours surpris de combien ils sont investis, ils et elles sont investis, et combien c'est chouette d'être aux petits soins vraiment pendant la soirée, repasser régulièrement, voir si tout va bien. On allie une bonne table et un très beau et chouette concept, et des personnes qui sont aux petits soins pour nous. Et en venant dans ce resto, on a le sentiment aussi de contribuer à faire notre part pour qu'on soit aussi aux petits soins pour eux. Tout à fait, absolument. Et c'est chouette d'avoir ces opportunités, comme tu le disais pour le café joyeux, de leur donner des vraies responsabilités en fait. Et pas que simplement voilà, parfois c'est pas le cas, et ça c'est super chouette. Voilà pour la rubrique vie de couple. Et alors pour terminer, une dernière rubrique, Max, où on vous invite aussi à garder les pieds sur terre et à nous souvenir qu'il existe toujours en Europe des pays qui pratiquent les thérapies de conversion. Voilà, donc c'est une petite rubrique sur les droits LGBTQIA+. Et alors on ne sait pas si, peut-être que vous avez jamais entendu parler des thérapies de conversion, mais souvent c'est fait dans un contexte religieux, et finalement c'est des thérapies pour des jeunes qui découvrent ou assument leur homosexualité ou leur queerness, on va dire plus généralement, et qui sont envoyés souvent par leurs parents dans des centres où on va essayer de les rendre entre guillemets normaux, hétéros, et donc tout ça passe, c'est pas simplement juste quelques sermons, mais c'est aussi des méthodes affreuses de torture en fait. Enfin, quand on met des électrodes mentale. Oui, torture mentale et physique, quand on met des électrodes et qu'on fait passer l'électricité dans les électrodes pour essayer de rebrancher les neurones. Enfin voilà, donc tout ça, ça arrive encore en 2024 dans certains pays. Et donc, il y a eu une pétition qui a été lancée à l'échelle européenne, donc dans le cadre du mécanisme d'initiative européenne. Donc si une pétition arrive à avoir 1 million de signataires dans au moins 7 pays, avec un certain nombre il y a un volume par pays qui est un volume limite, eh bien la Commission européenne doit faire une proposition législative. Et donc l'objectif là, c'est que d'ici l'été 2025, on ait réuni ce million de signatures avec des soutiens qui viennent d'un peu partout. Donc voilà, l'échéance c'est donc le 17 mai 2025. Et donc la France a atteint son premier, son quota de 55 695 signatures, qui était le niveau minimum. Donc on est aujourd'hui à 63 737 signatures, donc 114%. L'objectif maintenant, c'est d'abord de s'assurer qu'on a 6 autres pays
qui dépassent leur minimum pour au moins avoir ces 7 pays, et puis ensuite, bien sûr, d'aller au million. Alors pour l'instant, au total, on a 133 000 signatures, donc on est quand même assez loin. La Belgique, par exemple, elle est à 3600 signataires. Il en faut au minimum 14 800 pour atteindre le palier qui fera que la Belgique soit comptée comme un des 7 pays qui ont atteint leur palier. Donc il y a un petit peu de marge de progression, et voilà, on voit qu'il y a des pays qui sont quand même très très bas. Par exemple, Chypre, ils sont à 2%, la Bulgarie 2%. La Lettonie 3,39%. Donc il y a encore un peu de progrès, et donc si vous connaissez, si vous êtes français, allez signer bien sûr, et si vous connaissez des gens d'autres pays européens qui pourraient signer, j'ai pas mentionné Malte, 1,75%, il y a eu 74 signatures. Ouais, ils sont pas nombreux. Oui, mais c'est pour rata. Donc on vous mettra sur nos réseaux le lien pour aller vous enregistrer. Comme c'est un système de pétition européenne, selon les pays, vous devez rentrer votre numéro de carte d'identité ou un peu plus de détails. C'est normal, c'est parce que chaque pays doit contrôler que c'est bien une personne physique qui existe qui a signé. Voilà, donc on vous encourage à aller signer pour que toutes ces thérapies de conversion, qui sont absolument horribles, soient interdites dans toute l'Union. Merci Max. Et ben voilà, c'est déjà la fin de ce 4e épisode de notre saison 6. Un épisode où on a essayé de garder les pieds sur terre. Alors, si vous êtes arrivé au bout, eh bien bravo et merci. On est très heureux de vous compter, comme d'habitude, parmi nos auditeurs. Et si vous êtes nouveau, si vous êtes arrivé un peu par hasard sur ce podcast, eh bien bienvenue. N'hésitez pas à aller consulter nos anciens podcasts, notamment le premier épisode, si vous voulez savoir un petit peu qui nous sommes. Et si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous. Et puis, comme toujours, n'hésitez pas à nous mettre une note et un commentaire sur les plateformes sur lesquels vous écoutez ce podcast, donc Apple Podcast, Spotify, votre logiciel de podcast préféré, mais aussi vous pouvez nous écouter sur YouTube en audio, ou nous mettre un commentaire sur Twitter ou sur Facebook. Et surtout, partagez. Alors ce podcast est diffusé tout le lundi, tous les 15 jours ou le dimanche soir pour les plus au taquet, les plus pressés. Alors, portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Gros bisous et gardez les pieds sur terre.